Le film Jane Austen a gâché ma vie a été présenté en avant-première à l'occasion de la 16e édition des Arc Film Festival. Cet événement a été suivi d'une séance de Q&A avec Laura Piani, la réalisatrice, et Camille Rutherford, l'actrice principale. On vous laisse maintenant avec cet échange. Bonne écoute! Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, on va pouvoir échanger ensemble. Moi, je vais poser une question que je pose très régulièrement, mais je trouve que c'est toujours une bonne manière d'ouvrir. Cette idée de film, elle t'est venue comment, Laura ? À quel moment tu as eu envie d'écrire cette histoire et d'en faire une comédie ? Alors, elle est venue parce que j'ai été libraire à Shakespeare & Company, donc la librairie que vous avez vue dans le film, pendant très longtemps, toute la fin de mes études et au début de ma vie de scénariste. Et donc, je travaillais la nuit, parce que la librairie était ouverte la nuit jusqu'à minuit. Donc, je travaillais de 16h à minuit dans cette librairie pendant presque 8 ans. Et j'étais entourée comme ça de gens qui faisaient autre chose, qui rêvaient de faire de la musique, de jouer au théâtre, d'écrire des scénarios, comme c'était mon cas. Et donc, on était une espèce de petite bande de gens qui étaient un peu inadaptés au monde réel. On passait notre vie dans les livres, à recommander, à conseiller des livres anglais à des touristes. Et j'ai eu envie de filmer ce lieu, en fait. Ce film, il part d'abord de ce décor et des gens que j'ai croisés, dont j'ai voulu faire le portrait à travers le personnage d'Agathe. Et puis, il y a ce poème que vous avez entendu à la fin, qui a été en fait un poème très important pour moi, qui est vraiment la pierre angulaire du film, quoi. C'est-à-dire là où tout commence et tout finit. Cette histoire de cœur brisé, c'était un peu le fil conducteur. J'avais envie de faire le portrait d'une femme qui a le cœur brisé, qui est en deuil. Et en même temps, en tant que scénariste, j'écrivais des drames, j'écrivais des films très durs et je rêvais de faire une comédie romantique. Donc voilà, c'est ça un peu les éléments qui se sont agrégés pour commencer à écrire. Et la rencontre avec Camille, comment ça s'est passé ? L'envie de travailler ensemble, d'un côté, de l'autre ? Je ne sais pas, Camille, toi déjà quand tu reçois le scénario, qu'est-ce que tu penses à ce moment-là ? Je crois que si je ne me trompe pas, que Laura, tu m'avais vu dans un film qui s'appelle Felicita, écrit et réalisé par Bruno Merle, je crois. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu m'as j'ai reçu un mail, très classique. Je parle pas assez fort, pardon. De Laura, mon agent, qui s'appelle aussi Laura, ouais. Et tu proposais de boire un verre sans passer de casting. Et ça, c'est quand même une chance inouïe, parce que c'est très rare de ne pas passer des essais, d'abord. Et on a bu un verre. Oui, d'abord, j'ai eu ton scénario, bien sûr, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et aussi, notamment, comme le poème de la fin a beaucoup joué dans ma décision, parce que je le trouve vraiment très beau, et je ne connaissais pas trop la poésie de la Beat, c'est ça ? Ouais. Generation. Et je l'ai trouvé vraiment très touchant, et toute l'histoire m'a énormément plu. Et voilà, on a bu un verre, et après tu m'as dit que c'était... Alors ce que tu dis pas, c'est que on s'est retrouvés pour boire un verre, c'était l'été, et t'étais en avance, et t'avais commandé une bière et des frites. Et moi je me suis dit déjà, une comédienne qui commande de la bière et des frites, c'est bon signe. Et en même temps, quand tu t'es levé pour me dire bonjour, tu as fait tomber ta bière dans tes frites. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il n'y avait pas besoin d'essai. Oui, tu n'as pas eu besoin de faire un essai en fait. Le personnage. Ouais. Et voilà, et ce que tu sais déjà, c'est que moi je t'ai découverte dans Felicita, j'ai vu d'autres films après, et j'ai été très très touchée par la grâce de Camille. Elle va détester entendre ça, mais oui, par cette singularité qu'elle a, par cette espèce de féminité bien à elle, cette manière d'incarner, de se mouvoir. Enfin, il y avait quelque chose de très physique. Je cherchais une actrice qui pouvait incarner ça. Et puis, voilà, ta famille est anglaise, ton père est anglais. Donc, je cherchais une comédienne française totalement bilingue, totalement anglophone. Donc, c'était une évidence. Voilà. Et toi, tu te projettes dans ce rôle ? Enfin, est-ce que tu t'es dit, il y a un peu de moi aussi là, chez elle ? Je sais pas. Oui, bien sûr, parce qu'elle doute énormément. Et je pense que c'est pas juste moi. Je pense que chaque être humain, on passe notre temps à douter. Et on passe tous par des périodes de vie où
on a ce truc du syndrome de l'imposteur. Mais j'ai beaucoup pensé à ma sœur, parce que ma sœur, moi j'écris pas, je joue, mais ma sœur elle écrit. Et le personnage m'a beaucoup fait penser à ma sœur, parce que je trouvais ça hyper bien de casser le mythe de l'écrivain toujours inspiré, qui écrit en permanence. Et en fait, en voyant ma sœur écrire, je voyais bien en fait, c'est surtout des gens, enfin, c'est surtout être comme ça, avec la bouche ouverte et ne pas savoir comment. Ouais, la page blanche, c'est l'enfer. En fait, je trouve qu'il n'y a rien de plus difficile que d'écrire. Et à chaque fois que je vois ma sœur, je me dis mais comment elle fait ? Et en fait, je me suis vachement reconnue en fait dans le rôle de la grande sœur dans le film, où j'arrête pas de pousser ma sœur en lui disant allez, mais c'est super bien ce que t'écris, parce qu'elle a commencé plein de livres qu'elle a pas fini. Donc non, en fait, j'ai beaucoup pensé à ma sœur. Ouais, voilà. Et donc Jane Austen, alors pourquoi en particulier ? Qu'est-ce que ça symbolise ? Qu'est-ce qu'elle symbolise pour toi, cette écrivaine-là ? Alors, c'est vraiment l'histoire d'une vie pour moi, cet écrivain, puisque je l'ai découverte adolescente, je crois que j'avais 12-13 ans, et j'ai tout lu. Mais je lisais parce que en fait, j'étais obsédée par les histoires d'amour et les garçons. Voilà. Donc, je lisais pour les romances. J'ai rien compris, je pense, à ce que c'était que vraiment son œuvre à cet âge-là. Et j'ai redécouvert à 20 ans. Et là, j'ai vu l'humour, le côté irrévérencieux, la façon dont elle avait de faire le portrait d'une époque, le côté très féministe de son travail, puisqu'en fait, les thèmes de ces romans, c'est vraiment la féminité, la liberté. Heureusement, aujourd'hui, on n'a plus besoin de se marier quand on est une femme pour survivre, en tout cas a priori en France, mais il y a des questions qu'elle pose qui sont complètement intemporelles. Le rapport à la création. Et puis, je suis allée écrire une version du scénario en Angleterre, dans le village où elle a terminé sa vie, où il y a une résidence d'écriture. Et en fait, j'ai visité la maison où elle a vécu avec sa sœur. À l'époque, il n'y avait pas de sœur dans mon film. Et j'ai été très émue parce que dans cette maison, qui est un tout petit cottage anglais, il y a un grand lit à baldaquin dans lequel elle dormait avec sa sœur. En fait, elles ont dormi ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Elles ne se sont pas mariées et Jane Austen a fait le choix de ne pas se marier parce qu'elle savait que si elle se mariait, elle allait passer sa vie à s'occuper des autres et elle allait arrêter d'écrire. Et donc ça m'a vachement travaillé pour nourrir le personnage. Voilà. Super, on va échanger. Le but, c'est qu'on puisse partager les questions, les impressions aussi. Donc, on est entre nous. N'hésitez pas. Levez la main. Comme ça, on peut vous amener un micro et entamer le débat ensemble. Ouais, alors il y en a une là. Bonsoir et bravo. C'est un très bon film, très bonne comédie romantique. Et je voulais savoir comment s'est fait la rencontre avec l'acteur Oliver, du coup. Et enfin, ouais, comment vous l'avez choisi et comment ça s'est passé dans le jeu des acteurs. Alors, une fois qu'on a trouvé Agathe, Camille, le rôle d'après, c'était le rôle de Félix Pavlopoli, pour qui j'avais écrit un film, moi, donc je le connaissais et j'étais vraiment très très sûre que c'était lui. Donc une fois que j'ai eu ce duo-là, j'ai cherché un acteur anglais. Et la contrainte de faire un film en anglais en France, elle est terrible en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que le français soit une langue majoritaire pour pouvoir être financé en France et sortir en France. Donc il me fallait aussi un acteur anglais francophone. Et c'est la directrice de casting qui m'a montré plein de profils de comédiens. Et lui, quand je l'ai vu, je dois vous avouer que j'ai quand même eu la sensation d'avoir la réincarnation du Hugh Grant. Et que donc c'était trop beau, quoi. Et puis la rencontre aussi s'est faite très simplement. On a fait une lecture avec Camille et on s'est mis autour d'une table et on a beaucoup travaillé comme ça. Une fois que le casting était décidé, c'est un film à petit budget, donc on n'a pas eu beaucoup de temps de tournage, mais on a eu par miracle du temps de répétition. Donc en fait, j'ai réécrit pendant les répétitions il y a plein de choses qu'on a trouvées parce que les comédiens les ont trouvées, parce que ça vivait, le texte a vécu jusqu'au tournage en fait. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ? Levez la main et on vous amène un micro. Bonsoir. J'aimerais savoir, j'ai été tout de suite intriguée, ça m'a sauté aux yeux la couleur rouge. Le rouge, je sais pas, je suis la seule, mais le rouge du vernis, le moment où elle avait, et c'était tout le long, c'était en constance pendant tout le film, quand elle avait un haut rouge, c'est le moment où elle a sauté aussi aux yeux dans ce qu'elle disait auprès de son héros, enfin de Oliver. Enfin voilà, j'aimerais savoir quelle était votre démarche esthétique aussi
Elle a des tenues plutôt austères et donc ça fait ressortir ce rouge. Est-ce qu'il y avait une logique, une démarche, une réflexion par rapport à ça? Et si oui, laquelle? Alors oui, la question du vernis à ongles, elle est arrivée assez tard. En fait, on a fait des essayages avec la costumière. Les habits de ce personnage sont vraiment des choses qui sont chinées, quoi, que des choses qu'on a trouvées dans des fripes, parce qu'évidemment, elle n'a pas beaucoup d'argent et elle n'a pas vraiment le temps de réfléchir à ça. Et ce qui m'intéressait, c'était de trouver une manière de l'habiller qui soit intemporelle. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans le film où si on la cadre en haut et qu'il y a un chemisier, on pourrait se dire qu'on est au 19e siècle. Et puis tout de suite après, il y a un jean. Donc on a cherché comme ça ces ruptures. Et en même temps, on se posait la question de la féminité de ce personnage, de son rapport à la coquetterie. Et il m'a semblé que le vernis à ongles, c'était la seule chose qu'elle s'autorisait tout le long. Donc je trouvais intéressant. Voilà, c'est un détail. Oui, n'hésitez pas, hein, vraiment. On est encore une fois entre nous. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de mauvaises réactions. Donc c'est toujours sympathique d'échanger. Moi, j'ai une question quand même, parce que tu parlais du Grant quand même tout à l'heure. Hugh Grant, c'est la figure de la comédie romantique à l'anglaise. Là, effectivement, il y a le désir d'aller s'inspirer. Quels sont pour toi un peu les modèles de cette comédie romantique? Et en tant que scénariste, comment, parce que c'est très codifié une comédie romantique, comment tu l'as décomposée, comment tu te l'es réappropriée pour en faire cette comédie à l'anglaise, mais littéraire, quoi, quelque part? Alors, les grandes références du film, c'est évidemment les comédies romantiques anglaises des années 90, de 4 mariages à un enterrement à tous les films de Richard Curtis. C'est aussi étrangement un film qui est pas du tout une comédie romantique, mais qui est un film sur la nostalgie, la mélancolie, qui est Retour à Howard's End de James Ivory, qui nous a beaucoup inspiré avec la chef opératrice du film pour les plans et la lumière de la maison de famille. Et ensuite, quand on écrit une comédie romantique, on se pose évidemment la question du genre et donc des rendez-vous qu'il faut honorer, parce que le public, en tout cas les gens, même quand ils n'en ont pas vu des milliers, ils savent intuitivement ce qu'ils attendent. Donc il faut à la fois jouer avec ces attentes et en même temps essayer. Moi, j'ai essayé en tout cas de faire le portrait de quelqu'un de contemporain, de raconter la solitude aujourd'hui d'une jeune femme qui ne se sent pas appartenir au bon siècle, qui n'est pas faite pour les rencontres sur les applications, qui n'a pas fait l'amour depuis 2 ans, voilà, qui est finalement un peu aux antipodes de ce qu'on pourrait imaginer d'une héroïne de comédie romantique extrêmement libérée et tout feu, tout flamme dès le début. Et puis de l'amener vers une libération. C'est vraiment l'histoire d'un débrayage, ce film. C'est une femme qui fait face à son désir. Et ce qui était important, c'était de raconter l'histoire d'amour, évidemment, mais surtout de raconter l'histoire d'une femme qui se met à écrire et qui se libère avec ses propres moyens, qui n'a pas besoin de l'amour pour atteindre son objectif. Voilà, c'est pour ça que la fin du film, c'est le début d'autre chose. Et tu parles de codification. Il y a une scène de bal, c'est aussi un élément de la comédie romantique et elle porte son nom. C'est la scène de bal, moi que j'ai beaucoup aimé. C'était important pour toi et je trouve que c'est une scène qui est parfaitement orchestrée. Comment tu l'as travaillée cette scène? Alors cette scène, c'est un miracle, parce qu'on sait qu'effectivement, quand on fait une comédie romantique, on ne peut pas rater cette scène de bal, c'est vraiment l'acmé. Et nous, on avait vraiment des tout petits moyens. On n'avait par exemple pas de chorégraphe, ni de répétiteur, rien du tout, et pas de comédien qui savait valser a priori naturellement, sauf Charlie, voilà. Donc en fait, quelques jours avant le tournage, panique totale, on n'a pas de fric pour éclairer la scène, donc on se dit avec la chef opératrice, on revoit Amadeus, et en fait on se dit ok, quoi, quand il n'y a pas d'argent au cinéma, il faut des bougies. Donc on a mis des bougies partout. Et ensuite, voilà, on est toutes les deux devant vous, mais il y a 50 personnes qui ont fait ce film avec nous, et 50 talents mis bout à bout. La costumière, par exemple, elle n'avait pas du tout les moyens de louer des costumes d'époque, donc elle en a loué 4, je crois, pour les principaux comédiens. Et le reste, c'est des robes en polyester chinoise sur lesquelles elle a rajouté des manches.
Et par exemple, pour la danse aussi, moi j'avais fait un court-métrage avec une actrice chinoise qui était une ancienne danseuse de l'Opéra de Pékin, que j'ai appelée à la rescousse, mais littéralement 10 jours avant le tournage de cette scène, pour dire je suis dans la merde, je sais pas danser, moi je sais pas valser, personne sait valser, aide-moi. Et donc elle a fait répéter les comédiens 4 heures. En vous tapant dessus, d'ailleurs, je me souviens qu'elle vous hurlait dessus, elle vous tapait dessus, et non mais très dur quoi, mais très efficace, et elle a appelé tout son réseau de danseurs de salon. C'est pour ça qu'il y a autant de danseurs aussi chinois, et ça c'est génial, parce que c'était pas écrit, et moi ça m'a réjoui. Voilà. Donc c'est un ensemble de plein de hasards, et un peu de bol. Énorme, je savais pas que c'était à ce point-là. Alors, levez la main pour poser vos questions. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir pourquoi on a des références dans la musique avec le film In the Mood for Love. Alors, c'est une bonne question. Vous savez, quand on travaille la musique d'un film, il y a la musique qui est préparée avant le tournage pour que les comédiens puissent danser sur le bon tempo, et puis la musique qui va être composée au fil du montage. Et donc, la scène de danse dans le restaurant chinois, il nous fallait le morceau pour que Camille puisse danser avec l'homme du verre de saké. Et donc j'avais donné des inspirations au compositeur, parce que je lui avais dit que, que les tonalités seraient rouges, qu'on serait inspiré par In the Mood for Love. Et donc en fait il a proposé ce morceau. En fait les premières notes sont très proches, et puis après ça part complètement ailleurs. Et moi j'ai tellement aimé ce morceau que quand on a commencé à travailler sur la composition originale, on s'est demandé tous les deux si ça pouvait pas être la petite musique intérieure du personnage. Et c'est là que le compositeur est arrivé, lui, avec d'autres instruments. Donc, en fait, à partir du moment où on arrive en Angleterre, ce thème revient, mais avec des instruments à vent, avec du hautbois, avec des instruments aussi très intemporels. On ne sait plus très bien dans quelle période on se trouve. Voilà. Bonne question. Est-ce que vous en avez d'autres ? Est-ce qu'il y a d'autres mains qui se lèvent dans la salle ? Oui ? C'était un petit peu la même question. C'était le choix de la musique qui était super par rapport à toutes les cadences et toutes les séquences du film. Je trouve vraiment le choix de la musique était très bien. Voilà. Et la dernière musique aussi, qui est, pour le coup, elle fait très comédie romantique. Enfin, elle est codifiée aussi, non ? Ce choix-là, c'était vraiment pour rester dans le genre. Oui, c'est vrai. Alors là, pour le coup, la dernière musique est arrivée en dernier. Moi, j'ai écrit le film avec Schubert en tête pour certains moments. La musique d'ouverture, Cry to Me, c'était un miracle. On a eu les droits, mais on a donc du tout recomposé. Donc il y a quelques morceaux comme ça. Je t'aime à l'italienne aussi. On l'a écouté beaucoup en répétition. Tout le monde la connaissait par cœur sur le plateau. On la mettait souvent. Et puis cette musique de fin, elle nous a beaucoup travaillé. On a cherché longtemps. Et puis en fait, je suis tombée sur ce morceau qui raconte aussi la fin du film. C'est-à-dire, il faut arrêter d'avoir peur, quoi. Il est urgent de ne pas avoir peur. Et c'est une chanson d'une Canadienne qui s'appelle Frazee Ford. Ok. Bon, écoutez, merci. On va rester sur ces notes de musique de fin. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne soirée et bonne fin de festival.